Air France, 4e jour de grève, la négociation commence à sortir de l'impasse, optimisme prudent de rigueur. Catastrophe ferroviaire en Allemagne, le dernier bilan, 94 morts. L'accident a pu être provoqué par le déraillement d'un wagon ou la rupture d'une roue. Au procès des assassins présumés de Yann Piat, rebondissement aujourd'hui à l'audience. Le meurtrier présumé, Luc Ferry, avoue avoir tiré sur la députée du Var. Le gouvernement veut relancer les zones d'éducation prioritaire. Il en existe 550 en France. Les expériences réussies sont celles où tous les acteurs de l'éducation se sont mobilisés. C'est notre enquête de ce soir. 10 mois après la mort brutale de la princesse de Galles, le juge d'instruction réunit demain les principaux protagonistes du drame. Madame, Monsieur, bonsoir. Le dernier bilan de la catastrophe ferroviaire survenue hier en Allemagne entre Munich et Hambourg est de 94 morts. Mais les victimes peuvent encore se trouver coincées dans 2 wagons qui n'ont pas encore été visités, dégagés par les sauveteurs. Alors que le gouvernement allemand a décrété aujourd'hui une journée de deuil national. Olivier Galzi, Joseph Bachtik. Une messe à la mémoire des morts. Dans l'église se pressent des personnalités comme Gerhard Schröder, favori des prochaines élections à la chancellerie, mais aussi des anonymes, habitants du village venus témoigner leur compassion et leur soutien. C'est affreux, c'est inimaginable. C'est très dur. Je suis très secoué. Ça nous a touchés en plein cœur. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à prier. Prier ou compter les corps, arrachés à la tôle, un par un, 93 morts exactement au dernier bilan. Depuis hier, jour et nuit, 1300 pompiers, policiers et militaires se relaient, luttant mètre par mètre dans cet écheveau de fer. Un sale boulot, avoue certains, trop jeunes pour affronter la découverte des corps déchiquetés. Le plus dur, c'est ce que l'on voit, les images qui restent. Et psychologiquement, eh bien psychologiquement, on verra plus tard. Ça a été très dur ici, parce qu'on n'avait jamais connu ça auparavant. Je crois même qu'une telle malchance, une telle catastrophe, ça ne s'était jamais vu dans toute l'histoire de notre République. Un drame national, marqué cet après-midi par la présence d'Helmut Kohl, venu affirmer son soutien aux familles des victimes. Combien de voyageurs y avait-il exactement dans cet express Munich-Hambourg? 300 peut-être, annoncent les chemins de fer allemands. Le bilan final de cette catastrophe ne sera probablement pas connu avant quelques jours. Après le deuil, l'enquête qui a commencé. Le conducteur du train, qui est sorti indemne de la catastrophe, affirme qu'aucun obstacle ne se trouvait sur les rails, comme on le pensait dans un premier temps. On estimait alors qu'une voiture était tombée du pont devant ou sur le convoi. Ce soir, on parle également du possible déraillement d'un des wagons, quelques kilomètres avant qu'il ne s'encastre sous le pont. Sur place, Olivier Lerner. Première certitude, la locomotive est intacte. Devant la justice, le conducteur du train affirme qu'il n'a vu aucun obstacle devant lui. Deuxième élément, les sauveteurs ont découvert dans cet amas de ferraille les restes d'une voiture blanche. Troisième paramètre, 2 cheminots de Hambourg travaillaient bien devant un transformateur sur le pont. Leur témoignage serait capital, mais ils sont portés disparus. Ce périmètre passé au peigne fin n'apporte cependant pas de réponse à la question clé. Quelle est la cause de cette catastrophe? Sabotage, défaut sur la voie ou défaillance d'un wagon? Brassard noir en signe de deuil dans les gares, dans tout le pays. La direction des chemins de fer allemands broie du noir aussi. Conférence de presse annulée au dernier moment sans avertissement. On nous remet ce papier, rien de nouveau. L'enquête piétine, le mystère s'épaissit. Tous les trains à grande vitesse sont révisés et ne pourront pas dépasser 160 km/h jusqu'à nouvel ordre. 2 mesures pour rassurer la population bouleversée par cette catastrophe. La presse allemande, par l'intermédiaire de cet hebdomadaire, le Rheinischer Merkur, affirme qu'un wagon serait sorti des rails 6 km avant le drame. C'est une hypothèse parmi d'autres, mais qui trouble encore un peu plus l'enquête menée par 44 inspecteurs à pied d'œuvre depuis 24 heures maintenant. Puis à l'instant même, le ministre des Transports allemand vient d'indiquer que cette catastrophe pourrait en fait être due à la rupture d'une roue d'un des wagons du convoi.
Le train aurait ensuite déraillé pour finir sa course contre ce pont. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Olivier Galzi. Olivier, bonsoir. Est-ce que ce bilan de 94 morts est un bilan définitif ce soir ? Non, Daniel, malheureusement, il risque de ne pas être définitif car les grues que vous apercevez derrière moi devraient, dans les heures qui viennent, soulever le tablier du pont qui s'est effondré. 300 tonnes de béton en tout qui recouvrent encore pour l'instant 2 wagons entiers. Et vous l'imaginez bien, ces wagons n'étaient pas vides. Par conséquent, quand ils seront dégagés, on devrait y faire de macabres découvertes. Alors à l'instant même, Olivier Lerner nous disait que les chemins de fer allemands avaient pris un certain nombre de décisions dès aujourd'hui. Oui, des décisions par mesure de précaution uniquement, des décisions qui concernent leurs trains à grande vitesse, l'ICE. Ils veulent en limiter l'allure, 160 km/h au lieu de 280 km en pointe. Et puis ils veulent aussi leur imposer un contrôle systématique et supplémentaire. Mais là encore, il s'agit de décisions à titre de précaution qui n'indiquent en rien les responsabilités de ce train, car les responsabilités, elles, évidemment, seront définies par l'enquête ouverte aujourd'hui. Merci Olivier. Le train accidenté est présenté comme l'équivalent allemand du TGV français. Pour autant, techniquement, les 2 machines et leurs wagons sont très différents. Explication Alban Mikosi. L'enquête sur les causes de l'accident commence. Il faudra sans doute beaucoup de temps avant que l'on sache ce qui s'est passé. Mais déjà, un expert allemand établit le rapprochement avec un accident en France. Le 25 septembre dernier, près de Dunkerque, un TGV heurte un engin de travaux publics. Il déraille. Les images sont spectaculaires, mais l'accident ne fait que 6 blessés légers. Le convoi ne s'est pas couché. La technique française repose sur un bogie commun entre 2 voitures. Le bogie, c'est en quelque sorte le chariot roulant. Cette unité joue comme une colonne vertébrale pour le convoi qui devient ainsi plus solidaire. L'ICE, en haut sur ce dessin, est en fait composé de voitures indépendantes. Le train allemand, mis en service il y a 7 ans, est un produit hybride à mi-chemin entre les TGV et les trains classiques. Le TGV français, lui, a beaucoup évolué depuis les premiers Paris-Lyon, il y a 17 ans déjà. La SNCF pratique régulièrement ses crash tests. Celui-ci a servi à valider les nouvelles rames à 2 étages où des structures se déforment et absorbent une partie du choc. La sécurité a donc considérablement progressé, mais les ingénieurs savent bien que le risque zéro n'existe pas et qu'une rupture mécanique peut avoir des conséquences dramatiques. Une bonne nouvelle pour Bernard Tapie. Il comparaissait ce matin en appel dans l'affaire des comptes de l'OM à Aix-en-Provence. Il pouvait craindre une peine de prison ferme qui avait été demandée par le procureur. Et finalement, la Cour lui a accordé le sursis. 3 ans de prison avec sursis. Toutes les autres personnes impliquées dans cette affaire ont également profité d'une certaine clémence de la justice dans une affaire où l'accusation manquait apparemment de clarté. Reportage Jacques Cardoz, Jean-François Georgetti. Ce n'est plus l'homme médiatique, mais un ancien patron d'un grand club de foot qui a été jugé ce matin. La nouvelle stratégie de défense mise en place par ses avocats a donc payé. Profil bas et la peine infligée en première instance a été assouplie par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je suis trop heureux pour avoir envie de dire autre chose. Je vais tout de suite prévenir ma femme. Merci. Soulagé, Tapie évite l'essentiel, la prison. 3 ans avec sursis, 300 000 francs d'amende, 5 ans de privation de droits civiques et civils. Rien à voir avec les 18 mois fermes dont il avait été copé en première instance. On reconnaît par le fait de prononcer une peine avec sursis que M. Tapie ne s'est pas enrichi personnellement et au contraire qu'il a investi dans ce club qu'il chérit beaucoup et finalement justice a été rendue suivant le droit commun. M. Tapie est jugé dans des conditions normales comme tout citoyen et je le répète, la circonstance aggravante Bernard Tapie aujourd'hui n'a pas joué. La Cour a bien retenu les malversations financières, les commissions occultes, autrement dit l'abus de biens sociaux, mais pas l'enrichissement personnel. Il y a quand même 30 000 pages, 28 tomes, on a analysé ça avec Di Marino de A à Z, et on a découvert que ce dossier n'était pas celui que nous avait présenté. Et ce qui me ravit en tant qu'avocat, c'est que j'avais un message à faire passer à la Cour, que ce message est passé, que la Cour a compris que finalement cette affaire est une affaire d'abus de biens sociaux banale. Aujourd'hui consultant pour une société britannique rémunéré 30 000 francs par mois, Tapie en a presque fini avec les tribunaux. Le 24 juin prochain, c'est au tour de la Cour de cassation de se prononcer dans l'affaire de son yacht, le Fosséa. Il risque 6 mois ferme. Mais dès le lendemain, Tapie pourra faire paraître son livre, intitulé Librement. C'est dans le plus grand secret cette fois-ci que Roland Dumas a été entendu dans le cadre de l'affaire Elf. 6 heures d'audition hier par les juges Joly et Laurence Wiśniewski. La justice cherche toujours à savoir si l'argent déposé sur les comptes bancaires de Roland Dumas provienne par un circuit indirect de fonds versés par le groupe pétrolier français.
Après 5 semaines de débat, le procès des assassins présumés de Yann Pia a vécu aujourd'hui une journée de rebondissement. Tous les accusés avaient perdu la mémoire et soudain, ce matin, le tueur présumé, Lucien Ferry, a avoué. Agnès Varamian, Bruno Liberto. Quand Lucien Ferry se lève, il n'est plus le jeune homme arrogant qui siège dans le box depuis un mois. Sur le soir du crime, il ne s'attarde pas. Je n'ai pas envie, dit-il, mais c'était bien moi le passager de la moto. J'ai tiré, oui, je suis le seul, j'ai tiré 6 fois, exactement. Ferry n'a pas d'émotion, seulement des accents de vérité. Ses aveux, il les mûrissait depuis plusieurs jours. Ils ont été faits aujourd'hui parce que Ferry n'en pouvait plus de garder ce secret et il voulait absolument soulager sa conscience, dire ce qu'il en était parce que ça devenait pour lui intenable. Puis Lucien Ferry détaille un à un le rôle de ses co-accusés. Marco a conduit la moto, il ne savait pas qu'on partait pour tuer, il n'était pas armé. Olivier et Romain ont fait des repérages à ma demande, mais ils ne savaient rien. Chiarisoli, il s'est accusé tout seul, par amitié pour moi. Gesh, il n'a rien à voir dans tout ça. Ferry endosse tout. Je suis le seul aussi à connaître le commanditaire. Ce n'est pas Gérard Final. Je ne donnerai pas de nom car je crains pour ma famille. Lucien Ferry a pris ses responsabilités, il ne faut pas non plus lui demander un acte de bravoure, il ne faut pas lui demander de jouer le héros judiciaire de ce dossier. Questionné encore, Lucien Ferry concède. Les commanditaires, ils sont plusieurs, il y a des voyous et des politiques, mais je ne peux pas vous expliquer. Il y a des trucs, Monsieur le Président, que je ne pourrai jamais vous expliquer. Puis il poursuit. De toute façon, Madame Pia a été menacée depuis à peu près un an. Alors ça a été moi, mais ça aurait pu être un autre. Ses aveux, prémédités et parfaitement calibrés, ont desserré les taux autour du jeune homme. Et maintenant, c'est Gérard Final qui, dans le box, se retrouve comme Lucien Ferry avant qu'il ne parle. Ses co-accusés ne l'accablent plus, tout le monde le dédouane, mais tout le désigne. 4e jour de grève et nouvelle séance de négociation à Air France, dont le trafic est resté très réduit aujourd'hui. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais on sent très bien ce soir que le conflit pourrait bien être sur le point de se régler. Optimisme prudent, Yannick Le Tranchant. Bonsoir, reprise des négociations, vous l'avez dit, il y a un petit peu moins d'une heure entre la direction et les syndicats d'Air France, ici au siège d'Air France à Roissy. Alors vous allez voir sur ces images, geste symbolique, les négociateurs ont été entourés, ils ont été plutôt bien accueillis par une haie d'honneur des pilotes en uniforme. Alors geste un peu solennel de soutien pour ce 3e jour de négociation. Alors quelques heures plus tôt, une assemblée générale avait réuni les pilotes toujours en uniforme à Roissy. Alors on a parlé de quelques avancées en vue, notamment sur les modalités de l'échange, vous savez, d'une baisse des salaires, des rémunérations contre des actions de la compagnie. Alors ce soir, le SNPL, le principal syndicat de pilotes, revient sur cette information. Alors c'est un petit peu le problème dans ce genre de négociation. Chacun des protagonistes y va de sa petite phrase. Chacun souffle le chaud et le froid, s'avance puis se rétracte. En tout cas, la nuit s'annonce ici très longue, Daniel. Merci Yannick. En attendant, le trafic sera encore largement perturbé demain. Les hommes politiques s'inquiètent de ce conflit et le font savoir. Le président du RPR, Philippe Séguin, estime qu'il faut sonner le cessez-le-feu et imposer la trêve pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Et le socialiste Michel Charasse reproche aux pilotes d'Air France d'être des gens égoïstes, je le cite, qui n'aiment pas leur pays. Cela n'empêche pas une 60aine d'agents des aéroports de Paris chargés du balisage des pistes d'entrer en grève aujourd'hui, à l'aérogare de Roissy. Et puis, si malgré tout la grève des pilotes d'Air France durait, eh bien nous nous sommes posé la question, quelles seraient exactement ses répercussions sur la tenue de la Coupe du Monde de football? Explication, Ludovic Fossard, Vincent Maillard. Air France prévoit 120 000 passagers supplémentaires durant le mondial. Des passagers que la compagnie française ne pourra pas transporter en totalité. Il faut donc dégager des priorités, et ce sont bien sûr les équipes de football. Là, il n'y aura pas de problème. 160 vols spéciaux sont prévus, ils ne peuvent être annulés. Partenaire officiel de la Coupe du Monde, Air France doit assurer ses obligations. Pour les supporters, un plan de rechange est prévu. Il sera mis en place dès le 9 juin. Nous devons, par obligation, prévoir des scénarios alternatifs et nous devons, par optimisme, considérer que nous n'en aurons pas besoin. Air France en grève, les compagnies concurrentes se frottent les mains. Les centraux téléphoniques sont pris d'assaut, c'était comme ça aujourd'hui et ce sera comme ça dans 8 jours si la grève continue. Le transport des supporters se fera par les autres compagnies sans véritable difficulté. Tous les spectateurs, tous les supporters, vos confrères de la presse ou bien évidemment les joueurs trouveront des solutions pour être acheminés sur leur lieu de match. Le train restera une solution de rechange. 130 TGV spéciaux attendent 1 million de voyageurs supplémentaires. La SNCF est prête, sous réserve qu'aucune grève ne vienne la perturber.
Contagion ou coïncidence, les mouvements sociaux se multiplient. Le trafic SNCF sera perturbé demain, surtout en province, par une grève des contrôleurs. Et aujourd'hui à Paris, parmi les nombreuses manifestations, la plus importante, celle des agents EDF-GDF qui protestaient contre la future libéralisation du secteur de l'énergie en Europe, décidée par Bruxelles. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale, inquiets donc à propos du statut futur de leur entreprise publique. Sur leur parcours, ils ont été rejoints par des chômeurs et des salariés des grands magasins qui eux aussi manifestaient aujourd'hui dans Paris, bruyamment boulevard. Les assises nationales des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, ont débuté à Rouen. Le Premier ministre Lionel Jospin dira demain comment il compte relancer ce projet qui existe depuis 1982 et qui couvre 550 zones regroupant chaque fois plusieurs établissements scolaires dans des quartiers dits difficiles. Des moyens en personnel et des aides financières leur sont attribués en priorité donc, et à ce jour le bilan est contrasté. Exemple d'une ZEP au bilan positif à M, près de Roubaix, où parents, enseignants ont fait le nécessaire pour que ça marche. Enquête Nathalie Moisan, Dominique Bonnet. Pour que tu te prends, ramasse-le-moi. Vas-y, tu crois que je vais ramasser ta merde? Au fait, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est un coup de sa putain de gueule. Moi, toi, ta gueule, on dirait qu'il y a un chat qui t'a poussé dessus. Non, mais attends, là, le problème, c'est elle, hein. Un sketch sur les insultes parce que c'est leur quotidien. Une fable que ces élèves de 5e ont écrite eux-mêmes pour en finir avec les altercations verbales qui dégénèrent en bagarre. 1 an pour la réaliser, car ici, en zone d'éducation prioritaire, le travail sur les incivilités est un enseignement à part entière. J'adore travailler en ZEP, je ne travaillerai qu'en ZEP parce que j'estime qu'il y a une dynamique. Une dynamique qui repose sur des partenariats et des moyens. On met de l'eau sur la tête, après on met du produit, on masse bien. La chasse aux poux est ouverte sous le regard des enfants et des mamans. Une action parmi d'autres grâce à l'argent de la ZEP. 1,5 million de francs par an, qui finance 8 postes supplémentaires d'enseignants pour 9 écoles primaires et maternelles, plus 2 collèges. Peut-être parce qu'on est dans un quartier défavorisé, et alors on essaye justement que les enfants ils puissent avoir le meilleur. Le quartier justifie ses moyens supplémentaires avec ses 40% de chômeurs, ses difficultés liées à la drogue ou la délinquance. Mais les moyens ne seraient rien sans la volonté de tous. Dans l'école, les parents aussi ont leur place. Chaque jour, les mamans lectrices se relaient au milieu des enfants, partenaires de l'école à part entière. Et si nous en profitions pour dîner? C'est le loup, et il a... Souvent, nous, on a gardé une mauvaise image de l'école. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à venir dans l'école, j'ai redécouvert l'école par moi-même. Donc je voulais refaire découvrir aux autres parents l'école comme de maintenant, quoi, pas celle d'avant. Parents et enseignants côte à côte. Mais pour cela, il a fallu convaincre les adultes de l'utilité de l'école. Une nécessité si on veut les responsabiliser. Un rôle dévolu à Marie-Colette, sorte de lien entre l'école et le quartier. Ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on travaille au niveau de la ZEP, c'est que finalement, là où il y a des parents qui sont fatalistes et assistés, les enfants ne s'en sortent pas. Partout où les enfants reprennent goût et se relèvent, c'est là aussi où il y a des parents qui prennent un petit bout de leur vie en main grâce à toutes les actions qu'on met en œuvre. Inlassablement, toute l'année, Marie-Colette explique l'école aux parents. Je suis un petit peu plus franche, aller trouver les professeurs et tout ça, qu'avant j'aurais pas osé aller. Oui, ça m'a ouvert sur l'extérieur. Donc automatiquement, avec les enfants, ça passe mieux. Qui veut du café? Oui. À l'heure du goûter, des liens se tissent entre les mères, car les pères se font rares. Petit à petit, depuis 16 ans, la ZEP crée des réseaux, avec pour résultat la diminution des actes violents. Mais l'équilibre est fragile. Il suffit parfois que les personnels enseignants changent pour qu'une ZEP s'effondre. Jacques Chirac récompensait cet après-midi une trentaine de mères de famille nombreuses. L'occasion pour le chef de l'État de déclarer son hostilité au projet du gouvernement de contrat d'union sociale pour les couples concubins ou homosexuels. Il s'est également déclaré contre les arrêtés municipaux instaurant le couvre-feu pour les enfants mineurs et la mise sous tutelle des allocations pour les parents d'enfants délinquants. Jacques Chirac. Ce n'est pas en menaçant d'aggraver les difficultés matérielles de parents déjà durement frappés par les accidents de la vie, parfois accablés par les problèmes du chômage, que la collectivité les amènera à prendre en charge leur mission éducative
et à assumer leur indispensable fonction d'autorité auprès des jeunes. Pour tenter d'en finir avec un serpent de mer, les écoutes téléphoniques de l'Élysée dans les années 80 sous la présidence de François Mitterrand, le Premier ministre Lionel Jospin a décidé aujourd'hui de lever entièrement le secret défense qui couvrait cette affaire et qui empêchait en fait le juge d'instruction d'aller au fond du dossier. Pascal Doucet-Bon, Philippe Deslandes. Tardive, la réaction de Lionel Jospin n'en est pas moins claire. Le Premier ministre présidait aujourd'hui la commission franco-russe avec son homologue Sergueï Kirienko. Mais il a consacré quelques secondes à la levée du secret défense qu'il présente comme une évidence. Pour autant que le juge ait lui-même des informations et que la levée du secret défense lui permette de les vérifier, mon rôle était, à partir du moment où je préserve l'anonymat des services et l'anonymat de leur procédure, mon rôle était de contribuer à la vérité et non de paraître m'y opposer. Peut-être apprendra-t-on avec précision pourquoi des personnalités comme Carole Bouquet ou Jean Edernalier, mais aussi des avocats et des journalistes, ont été mis sur écoute pendant les années 80. Dans ce dossier, seul Gilles Ménage, ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, a choisi de parler librement. Les autres, comme Christian Proutot, l'ex-patron de la cellule antiterroriste de l'Élysée, ont toujours invoqué le secret défense. Théoriquement, ils ne pourront plus le faire, pour la plus grande satisfaction d'Edwy Plenel, l'une des victimes de ces écoutes. Quand les gens vont venir à la barre, ils seront obligés de s'expliquer, ils seront obligés de répondre, ils ne pourront pas dire secret défense. Lui aussi est plutôt satisfait. Jean-Michel Beau est à ce jour le seul condamné dans une autre affaire intimement liée aux écoutes, celle des Irlandais de Vincennes. La plupart des gens qui ont été mis sur écoute, il y a toute une partie complètement cohérente, d'une vingtaine de personnes dont l'écoute était motivée strictement par l'affaire des Irlandais de Vincennes. Or, le recours au secret de défense était complètement malsain parce qu'on laissait à penser que les gens qui avaient été écoutés étaient eux-mêmes des gens qui avaient partie liée avec le terrorisme. Mais la justice n'en a peut-être pas fini avec les entraves. Plusieurs ex-fonctionnaires ou militaires impliqués ont annoncé leur intention de continuer à se taire, au nom de leur déontologie, disent-ils. Leur position sera de plus en plus dure à tenir. Le Parlement a définitivement accepté aujourd'hui la loi sur la prévention et la répression des infractions sexuelles qui prévoit notamment la création d'un fichier national des empreintes génétiques des condamnés pour agression sexuelle. À Thionville, en Moselle, un enfant de 12 ans a disparu de son domicile depuis lundi dernier. Les enquêteurs fouillent les environs. A priori, le garçon n'avait aucune raison de fuguer du domicile familial. Les enquêteurs sont sur place et continuent donc de fouiller le chemin emprunté par le jeune homme. 10 mois après l'effroyable accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris, tous les protagonistes et témoins du drame vont se retrouver demain à l'occasion d'une confrontation générale au palais de justice de Paris. Cette enquête n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire qu'elle restera sans doute dans l'histoire comme celle qui aura mobilisé le plus grand nombre d'enquêteurs en France et dans le monde. Valérie Hermite, Emmanuel Beck. Juste au-dessus du tunnel de l'Alma, la flamme de la liberté a toujours autant de succès. Ça n'était pas sa vocation première, mais la sculpture est subitement devenue un mémorial dédié à la princesse Diana. Le temps du souvenir, du recueillement et celui de l'enquête. Demain, les deux juges d'instruction convoqueront tous les photographes et une quinzaine de témoins, tous présents au moment de l'accident ou juste après. Peut-être l'un des derniers actes d'instruction d'une enquête exceptionnelle. Au lendemain de l'accident mortel, la presse du monde entier attend pour filmer les paparazzis arrêtés la nuit même et mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Sur le pont de l'Alma, une main anonyme a déjà désigné les coupables. Les 1,75 g d'alcool retrouvés dans le sang d'Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, suggèrent une autre lecture du dossier. Mais une partie de l'opinion publique et des médias anglais ont du mal à s'y résigner. Des médias britanniques qui hier encore se demandaient si l'on ne s'était pas trompé dans les analyses, voire si Henri Paul n'avait pas été empoisonné. Aujourd'hui, l'on sait pourtant que c'est Dodi lui-même qui a décidé qu'Henri Paul conduirait ce soir-là. Ce qui n'empêche pas son père, Mohamed Al-Fayed, d'évoquer régulièrement l'hypothèse d'un complot. Le milliardaire égyptien s'est même payé les services d'un détective privé, Pierre Ottavioli, ancien chef de la brigade criminelle. Est-ce que vous partez sur une thèse de l'accident ou est-ce que tout est possible? Est-ce que l'attentat est quelque chose qui peut tenir encore pour vous? Vous posez une question pour laquelle, à mon avis, il est prématuré de répondre. Parce que pour répondre à cette question, il faudrait être sûr qu'il y a
accident, ce qui est, il faut bien le dire, très vraisemblable, mais il faut aussi éliminer toute possibilité qu'il ait eu attentat, ce qui n'est pas encore démontré. Les tabloïds anglais mènent aussi leur enquête. Le Mirror pensait par exemple avoir retrouvé la voiture qui a été percutée par la Mercedes. Scoop, ce ne serait pas une Fiat Uno, mais une AX. Bien sûr, l'information était fausse, car c'est l'une des certitudes de ce dossier sorti des laboratoires de la gendarmerie. Les débris de phare et les traces de peinture retrouvées sur la Mercedes proviennent bien d'une Fiat Uno blanche. La chasse à la petite voiture fut donc ouverte. En région parisienne, plus de 2000 Fiat Uno ont été contrôlés, sans succès. C'est un accident de voiture, comme il y en a malheureusement un certain nombre. C'est le statut de la victime qui seul explique le caractère exceptionnel des investigations et la hâte avec laquelle les photographes ont été comme ça jetés au pilori. Demain, les 9 photographes et le motard de presse seront confrontés aux témoins. Photographiés ici par des touristes le 31 août dernier, leur attitude après l'accident sera une dernière fois examinée. Il ne manquera alors plus que l'analyse des composants électroniques du véhicule et sa vitesse exacte pour que le dossier soit bouclé. Et à moins d'un rebondissement, l'enquête pour l'instant ne parle que d'un accident de voiture. L'actualité internationale, les 5 grandes puissances nucléaires officielles dans le monde se sont réunies aujourd'hui à Genève pour tenter de définir une attitude commune après les essais nucléaires de l'Inde et du Pakistan, afin d'éviter également la poursuite de l'escalade entre les deux pays. Cette tension entre ces deux pays est perceptible dans une région revendiquée à la fois par l'Inde et le Pakistan, le Cachemire, qui a déjà fait l'objet de 3 guerres en moins de 50 ans. Reportage sur la ligne frontière, côté pakistanais, Philippe Rochaud, Jean-François Renaud. Même dans ce village de Chenaré, au pied de l'Himalaya, on a ressenti l'onde de choc politique des essais nucléaires indiens et pakistanais. Pour le Cachemire, l'Inde et le Pakistan ont fait 3 fois la guerre. Lors du partage de l'Empire des Indes, le Cachemire, à majorité musulmane, aurait dû être donné au Pakistan, nation fondée sur l'islam. Mais l'Inde contrôle toujours les 2 tiers du Cachemire. Côté pakistanais, on se réjouit donc de la réussite des essais nucléaires qui permettent de relancer la question du Cachemire en position de force. Nous sommes très contents d'avoir ce programme nucléaire. Le Pakistan veut vivre en paix avec certains pays. Mais si l'Inde veut nous attaquer et attaquer notre Cachemire libéré, alors nous nous défendrons et nous lui ferons face. Pourtant, sur les 1000 km de la ligne de front où les armées indiennes et pakistanaises se font face, les violations du cessez-le-feu n'ont guère augmenté avec l'affaire des essais nucléaires. Pour le général Ader Khan, qui nous montre ses positions de l'armée indienne juste en face, les incidents sont quotidiens. Je n'appelle pas vraiment ça une escalade, mais il y a tout le temps des coups de feu. Ils tirent sur les gens le long de la frontière et nous sommes obligés de riposter. Vous savez, la vie sur la ligne de démarcation n'est jamais tranquille. Et cela explique que régulièrement des familles venues du Cachemire indien viennent se réfugier au Cachemire pakistanais, le Cachemire libéré, disent-elles. Le conflit a fait 60 000 morts ces 10 dernières années. Dans ce camp, où s'entassent une 50aine de familles, les gens affirment qu'ils ont fui la répression de l'armée indienne qui veut empêcher les musulmans du Cachemire de vivre libres. C'est le cas de Mohamed, devenu instituteur pour les petits réfugiés, après avoir pris lui aussi le chemin de l'Exode. Une nuit, on était en train de dormir en paix, mais l'armée indienne a fait descendre tout le village pour fouiller les maisons. C'était l'hiver, il faisait froid, il y avait beaucoup de neige. Alors, pour que le Cachemire soit définitivement rattaché au Pakistan, les Cachemiris sont prêts à beaucoup de sacrifices. C'est dans cette région du Cachemire que le Pakistan avait installé des missiles capables d'accepter des têtes nucléaires. Ils ont été retirés à présent, mais le message est clair. Le Pakistan, qui est parvenu à un équilibre nucléaire avec l'Inde, peut utiliser cette arme pour relancer une guerre, mais aussi pour entamer des négociations de paix. Aujourd'hui, c'était le 9e anniversaire du massacre de la place Tiananmen à Pékin. Toute manifestation était interdite en Chine, mais à Hong Kong, les autorités chinoises ont respecté le statut démocratique de ce territoire qui pourtant leur a été rendu l'an dernier par la Grande-Bretagne. Les manifestations rassemblant plus de 20 000 personnes ont eu lieu sans aucun incident ni intervention des forces de l'ordre chinoises. Sur place, Isabelle Bechler, Tristan Lebras.
Une couronne de fleurs à la mémoire des centaines de morts de la place Tiananmen. Voilà 9 ans que Hong Kong leur rend hommage de la sorte. Cette année, 1 an après le retour à la Chine, contrairement à ce que l'on pouvait craindre, la manifestation a été autorisée, bien qu'elle indispose tout particulièrement les autorités de Pékin. Et les bourrasques de la mousson n'ont pas découragé les démocrates hongkongais qui manifestaient également pour que rien ne change en termes de liberté d'expression dans l'ex-colonie britannique. Ça fait plusieurs années que je viens. Mais cette année, la veillée est plus importante, car Hong Kong est retourné à la Chine. J'ai vu comment le Parti communiste torturait les gens. Je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je viens ici chaque année. Sur l'écran vidéo géant, un message enregistré aux États-Unis du plus célèbre des dissidents chinois, Wei Qingsheng, forcé à l'exil à l'automne dernier, et qui exhortait les Hongkongais à semer la démocratie en Chine à partir du petit territoire. Le plus important pour nous, c'est d'obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Il reste 3000 personnes aujourd'hui en prison qui ont été arrêtées après les événements de Tiananmen. Malgré un sondage publié ce matin selon lequel les Hongkongais seraient de moins en moins nombreux à condamner la répression sanglante de 89 sur la place Tiananmen, les démocrates sont venus en grand nombre aujourd'hui. 1 an après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, ils exigent toujours que Pékin fasse amende honorable. Et le pouvoir communiste est bien trop fin pour empêcher ce genre de manifestation. Aux États-Unis, les frais de recherche et de mise au point d'un nouvel appareil ultramoderne aura coûté 6 milliards de francs français. Ne cherchez pas, il ne s'agit pas d'un robot ou d'un ordinateur, mais simplement d'un rasoir mécanique fabriqué et testé pendant 3 ans par la firme Gillette. Un rasoir révolutionnaire à 3 lames qui risque bien de démoder tous les autres. Enquête Dominique Berda. Aux premières heures du jour, la barbe à fleur de peau, il pénètre dans l'un des centres de recherche les plus secrets des États-Unis. Ces hommes sont des cobayes et c'est un dur métier. La compagnie qui les emploie teste sur eux de nouveaux produits, de nouvelles armes. Dans la guerre sans merci que se livrent sur tous les continents les géants de tout poil, Gillette, Schick, Bic ou Wilkinson, la firme de Boston met la dernière main à son invention. On a eu le pire et le meilleur. Je me suis déjà coupé, mais j'ai la peau dure, et ça n'a jamais été grave. Voici donc en exclusivité mondiale un rasoir baptisé Mach 3 dont on nous affirme qu'avec non pas 1 ni 2 mais 3 lames, il va révolutionner, messieurs, nos corvées matinales. Quel progrès! On ne la sent même pas effleurer. Ça c'était les années 50. À l'époque, une lame c'était déjà bien suffisant. Et pour toute la journée. Gillette Silver Platine. Au platine. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Du moins pour un temps. À mon avis, j'ai gagné. Pas si sûr, car en 1972 apparaît une arme à double tranchant. Une peau douce, bien rasée, impeccable, impeccable. La première lame coupe le poil, et juste avant que le poil se rétracte, la deuxième lame passe, paf! Sous le nez. Le menton! Et puis les têtes se mettent à tourner, les rasoirs à lubrifier. C'était, nous disait-on, dans toutes les langues du monde, la perfection au masculin, rien de moins. Pourtant, peu à peu, les concurrents commençaient à gagner du terrain au nez et au menton des actionnaires de Gillette. Il fallait reprendre l'avantage et pour cela miser gros. 1 milliard de dollars, 6 milliards de francs, c'est le coût de 25 ans de recherche, d'une usine ultramoderne capable de produire 600 millions de cartouches par an et bientôt d'une autre, en Allemagne. Nous sommes parvenus à convaincre les membres du conseil d'administration alors que nous n'avions encore aucun prototype à leur présenter. Notre Mach 3, ils ne l'ont vu qu'à la fin, alors qu'il ne manquait plus que quelques millions de dollars. Ah, ça change tout. Derrière les portes verrouillées à triple tour de leur laboratoire, les chercheurs de Gillette travaillent déjà à d'autres modèles. Après ce rasoir pour hommes, ce sont les femmes sans doute qu'ils vont tenter de convaincre des bienfaits de leur Mach. Tournoi de tennis de Roland-Garros, c'était aujourd'hui les demi-finales. La dame Monica Seles s'est qualifiée en battant Martina Hingis. En finale, elle rencontrera l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario. Christelle Bertrand. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Monica Seles dans cet état-là et dans cette forme-là.
Face à Martina Hingis, numéro 1 mondial, l'américaine n'était pas favorite. Mais aujourd'hui, Céleste a retrouvé le jeu qui lui a permis de gagner 3 fois Roland-Garros. D'entrée de match, Céleste a pris les commandes et contrairement à d'habitude, Hingis se retrouve à 2 mètres de la balle. La Suissesse s'accuse le coup et perd tous ses moyens. C'est à ce moment-là que Céleste décide de frapper encore plus fort. Trop fort pour Hingis. La balle de match résume la rencontre. L'affrontement tant attendu n'a pas eu lieu. Céleste s'impose 6-3, 6-2. Une victoire qui lui ressemble enfin. J'essaie juste de jouer mon jeu. C'est celui que j'ai depuis longtemps déjà. Je l'avais un peu perdu ces 2 ou 3 dernières années, mais c'est comme ça que je préfère me voir, en jouant agressif. Céleste a perdu son père il y a 3 semaines, alors arriver en finale lui met un peu de baume au cœur. Samedi, elle va rencontrer une vieille connaissance. Arantxa Sanchez s'est facilement imposée face à Lindsay Davenport. Sanchez lui a donné une leçon sur terre battue. La défense peut être la meilleure des attaques. Score final, 6-3, 7-6. Céleste Sanchez, après-demain sur le central. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. On se rapproche de la date du début du mondial de football. Parmi les équipes les plus attendues, l'Iran qui s'est qualifié in extremis. C'est la petite commune d'Yssingeaux, 7000 habitants, sous-préfecture de la Haute-Loire, qui servira de camp d'entraînement à l'équipe. Respectant la loi religieuse en vigueur dans leur pays, les joueurs ont demandé un certain nombre d'aménagements. Reportage Mathieu Huchet, Franz Weyer. C'est ici que les Iraniens viendront soulever quelques haltères. Entre carrelage et pot de peinture, difficile d'imaginer une salle de musculation. Mais tout doit être prêt pour le 7 juin, jour d'arrivée de l'équipe d'Iran à Yssingeaux. Yssingeaux, petit village de 7000 habitants au pays des volcans, n'en revient toujours pas d'accueillir une équipe de la Coupe du Monde. Alors pas question de faire la fine bouche, l'Iran est une équipe comme une autre, même si la délégation a posé quelques conditions pour son hébergement. Alors au niveau des femmes, comment ça va se passer ? Alors au niveau des femmes, ils nous demandent une discrétion, donc les femmes de ménage interviendront dans le château et sur les chambres pendant que les joueurs seront sur le terrain. Concernant le service, donc actuellement dans le château, il y a une femme qui fait le service. Elle va être accompagnée de 2 personnes masculins et elle sera un petit peu l'organisatrice, la coordinatrice entre les cuisines et le service. Une présence féminine minimum et une absence totale d'alcool dans l'hôtel. Pas de quoi perturber la sérénité légendaire des Auvergnats. Personne ne va venir poser une bombe pour l'Iran. Hein. Franchement, ça serait aberrant. Donc, si ça avait été les États-Unis, peut-être ça aurait été plus risqué. Mais là, non. Et puis, je pense qu'ils se sont équipés au point de vue sécurité pour vraiment pallier à tout. Je ne crois pas, très sincèrement, que dans un pays qui cherche aujourd'hui à aller à la rencontre de la communauté internationale, il y ait des problèmes particuliers. Et pour convaincre les éventuels sceptiques, une chanson de bienvenue a été enregistrée. Une hola des supporters qui ne devrait pas laisser insensible l'équipe d'Iran, jugée plus tôt. Yssingeaux en fête, délire populaire. Dans tous les quartiers on chante, on danse autour d'un verre. 98, on est tous des supporters. Et puis une nouvelle en matière de football, Jean-Pierre Papin quitte Bordeaux pour terminer sans doute sa carrière à l'âge de 34 ans dans le club de 2e division de Guingamp. Dernière minute, l'amarrage réussi de la navette spatiale Discovery qui s'est arrimée donc à la station Mir pour un dernier vol commun avec les Russes, le 9e. La station Mir sera prochainement démontée et remplacée par une station internationale qui prendra sa place dans l'espace. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Air France d'abord, 4e jour de grève, la négociation commence, paraît-il, à sortir de l'impasse. Optimisme, mais optimisme prudent, de rigueur. Catastrophe ferroviaire en Allemagne, dernier bilan 94 morts. Tous les trains à grande vitesse sont retirés de la circulation. L'accident a pu être provoqué par le déraillement d'un wagon ou la rupture d'une roue, d'après le ministre des Transports allemand. Voilà, dans un instant, la météo, Sophie Davant, le point route, Valérie Maurice. Ici même, demain soir, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.
Je vous retrouve dans quelques instants